mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun, au-delà de cette vie, une égalité absolue de devenir. Quelqu'un disait d'ailleurs que celui qui sait qu'il sait n'a pas tort. Celui qui sait qu'il ne le sait pas n'a pas tort non plus. A tort donc celui qui sait, qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait absolument rien. A tort également celui qui dit qu'il ne sait rien alors qu'il sait tout. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce jeudi pour une nouvelle édition de DBS Matin. Vous connaissez bien le principe, tout au long des 2 heures à venir, nous allons vous décrypter d'ailleurs l'actualité. Eh bien, c'est ça aussi DBS Matin, essayer justement de vous apporter le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Et comme le disait également un homme que j'ai toujours aimé qu'on appelait Molière, il déclarait haut et fort, eh bien, que la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs à un langage ordurier, cartésard, et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. DBS est là justement pour vous apporter le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Les 2 mousquetaires sont là ce matin. Alain Diok, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Ça va? Ça va très bien, super bien ce matin. Oh, si ça va super bien, ben, je suis ravi pour vous. Merci. Hein, vous aussi, vous êtes également positif ce matin? Oui, Steve, good morning. Good morning. To our viewers, we thank God today that we are up and kicking, like they say. En tout cas, c'est un nouveau jour qui se lève, messieurs. Hein? Actually, c'est le 4e jour de la semaine, c'est la 4e édition également de votre revue de presse. Eh bien, allons savoir tout de suite ce qui se passe en kiosque et qu'est-ce que nos confrères de la presse écrite ont traité comme information au cours de cette journée du jeudi. Tout de suite et maintenant, mesdames, messieurs, voici la revue de presse. La première partie en langue anglaise. We begin this Thursday, the 4th day of the month of June 2020. Newspaper headlines review. We start with the Guardian Post newspaper that writes, "When practicing journalism in Cameroon is a crime." The case of Boya-based journalist Samuel Wazizi, government's silence over his whereabouts 10 months after the arrest fueled report he was tortured to death in detention. Kamto, Agbobala, Mishendoki, Kawala, PAP, Kamaserge, SNGC, and others pressure government to produce him dead or alive. Cameroon Tribune has their focus today on city mayors. 3 months in function, the successors of government delegates have been confronted with the coronavirus crisis, a crisis that all the same has not prevented them from applying themselves to other areas within their competencies. And the paper on pages 3 to 5 says they have been through the challenges on the field. Then talking about fighting poverty in Africa, increasing the capital, reconstituting the African Development Fund, and giving assistance to women are among the many activities that the African Development Bank engaged in to improve on the living conditions of millions of Africans on the continent. And in fighting COVID-19 pandemic, the paper says government acquires 100,000 rapid test kits, which were received on Tuesday, June 2nd, and will go a long way to reinforce the country's capacity to fight the spread of the pandemic. The post-weekend on the fight against COVID-19 pandemic asks the whereabouts of the 136 billion francs CFA borrowed to fight the pandemic. Read page 5, how the government assured the World Bank and the national community that the money will be used solely to fight COVID-19 pandemic in Cameroon. On page 3, the paper says, death of detained journalist Samuel Wazizi sparks indignation. Colleagues decry extrajudicial killing and want perpetrators to be persecuted. Politicians, activists accused government of impunity and barbarism on the press. On page 11, the paper tells us that ghost towns paralyzed school resumption across the northwest region. Le Jour newspaper opening on COVID-19 pandemic says the state has not reduced its pattern of life given the need and urgency to fight the pandemic. Read their inquiry on the issue on pages 2 to 3.
Mutation newspaper has their attention in succession at the helm of the nation, asking who is doubting the MRC and could they push the succession arrangement to fail? On pages 7 to 10, the paper brings what the political class in Cameroon think. Le Messager newspaper, talking of the media in danger, asks who killed Samuel Wazizi. News of his death at the military quarters provoked a vast indignation in Cameroon as well as abroad. Integration on page 4, talking about the month of June 2020, raises an alert that there is danger in Cameroon, talking of a school resumption highly questioned and at a high risk within the context of the peak of community contamination of coronavirus. Out of Cameroon, we take the Business Day newspaper in Nigeria on education, saying the federal government on Monday announced guidelines marking the second phase of the gradual reopening of the economy in response to organized private sector's request. The guidelines have authorized banks to operate fully and allowed worship places to reopen but limit attendance to 20 people, while domestic airline operators have also been asked to prepare protocols. As such, public health concerns limit chances of immediate school reopening. The Herald newspaper in Zimbabwe, east of the continent, reports of Vice President who said yesterday that the COVID-19 global pandemic has forced nations to concentrate on solving their own problems to improve food security in the face of dwindling aid, asking on Zimbabweans not to expect food assistance from other nations. We remain in East Africa, this time with the New Times newspaper in Rwanda that tells us that President Paul Kagame has called for a review and consideration of sanctions against Sudan and Zimbabwe to support their ability to respond to COVID-19 pandemic. He was speaking at the first extraordinary intersessional summit of Organization of African, Caribbean, and Pacific States. In Uganda, the Daily Monitor newspaper talks of the Gulu district chairperson and resident district commissioner who have been placed under quarantine as a precaution on suspicion that they could have contracted the deadly COVID-19. They are among scores of people, including some media practitioners and health workers who were placed under both self and institutional quarantine. Over in Kenya, the Daily Nation newspaper says the Jubilee Party purge has triggered a dramatic falling out within Deputy President William Ruto's camp in Western Kenya. His allies are now questioning his silence in the wake of their removal from various positions. In South Africa, a 17-year-old boy, as the Sowetan Live newspaper says, accused of murdering Soweto teen Sipiwe Sibeko, hears his fate on bail application this Thursday. The teen appeared in the Pretoria Magistrates Court yesterday, where the matter was rolled over to today for decision. We take the Guardian newspaper in Britain that tells us that thousands of primary schools snub government's call to restart classes. The Shadow Education Secretary says this data only confirms that the Prime Minister has not assured parents, school staff, or pupils about their safety. We take the Times newspaper in Britain still that says 14-day isolation scheme makes no sense as scientists hit out at plans for quarantine. Steve, these are some of the information that we could have from Cameroon, Africa, and the world. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Il faut toujours aller en kiosque et chez vos marchands de journaux pour avoir tous ces journaux. D'ailleurs, les deux grandes interrogations de votre revue de presse, Mangue Vernatius, qui a tué Samuel Wazizi, la presse en danger, c'est d'ailleurs la grande une et surtout l'interrogation à la une du quotidien Le Messager. On va également oublier que le Post Weekender se demande bien où sont passés les 136 milliards, il faut le dire, de francs CFA qui avaient été d'ailleurs donnés pour lutter contre le Covid-19. On parle bien sûr de cet argent qui avait été en tout cas octroyé par le Fonds monétaire international au Cameroun. En tout cas, ces deux grandes interrogations, nous aurons l'opportunité de vous poser des questions dans un instant. Allons-y d'abord regarder justement ce que dit la presse francophone ce matin. Commençons par Cameroun Tribune qui s'intéresse justement aux maires des villes à l'épreuve du terrain.
Selon le journal à Capitaux Public, 3 mois après leur entrée en fonction, les successeurs des délégués du gouvernement ont été confrontés à la crise du coronavirus, ce qui n'a pas pourtant empêché les uns et les autres à se consacrer à d'autres tâches relevant de leurs compétences. Le quotidien Mutation évoque la succession et les scénarios du gré à gré. Le journal s'interroge, que redoute le MRC? Peut-il y faire échec? Qu'en pense la classe politique? Le grand dossier, c'est à lire en page 7-10 du quotidien d'Alain Boyomo de ce matin. Le quotidien Le Messager relève que la presse est en danger. Le journal de Jean-François Chanon se pose la question: qui a tué Samuel Ouazizi? Selon le journal, la nouvelle du décès dans les services militaires du journaliste exerçant à Boya soulève une vague d'indignation au Cameroun ainsi qu'à l'étranger. Le quotidien de l'économie évoque justement la cybercriminalité, alerte sur l'arnaque dans les banques. Le magazine Défi actuel de Jean-François Bambo nous rapporte les propos de Sylvester Montangono, directeur général du Trésor et de la coopération financière et monétaire. Il dit que le Cameroun n'a jamais fait un défaut de paiement. Il donne d'ailleurs les raisons du succès du Cameroun sur le marché monétaire à la suite de la dernière émission effectuée le 27 mai dernier. Tout de suite le Gabon avec le journal L'Union qui titre « Meurtrier de sa patronne ». Il n'aura pas couru très longtemps, suspect numéro 1 dans le meurtre de sa patronne, Marie-Louise Omanda, qui semble-t-il avait décidé de se passer de ses services de gardien dans la nuit du 1er juin au quartier Ondimba à Port-Gentil. Adama Maré, 25 ans, a été donc rattrapé le lendemain à Umboué par la police judiciaire. Au Congo, les dépêches de Brazzaville s'intéressent aux voiries urbaines et nous renseignent que la route de Ngamakoso est rouverte à la circulation. Les travaux de traitement de riverains de la deuxième sortie nord de Brazzaville avaient commencé en 2016 et consistaient justement entre autres en la construction de collecteurs provisoires et des murs de soutènement ainsi qu'à la construction des talus en béton armé. Le ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux a procédé donc à la réouverture de cette route détruite par l'érosion il y a quelques années. En R de Congo, le courrier de Kinshasa nous rapporte que 2 nouvelles provinces sont donc touchées par le Covid-19. En effet, il s'agit des provinces de la Chopo et du Haut-Lumani qui ont enregistré leur premier cas de contamination à la Covid-19, ce qui ramène justement le nombre des provinces touchées par cette pandémie à 10. Direction la Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin qui évoque les sociétés d'État et les députés qui adoptent justement 3 nouveaux projets de loi. Le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État a présenté donc à l'Assemblée nationale justement les textes pour renforcer les bonnes pratiques dans les entreprises publiques et parapubliques. Toujours en Côte d'Ivoire, le journal Aujourd'hui revient sur le retour de Gbagbo et la pression de Béki sur Ouattara. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a publié mercredi une tribune dans les colonnes du journal local News 24 intitulée « Il est temps que la classe politique ivoirienne franchisse le pas ». Selon la traduction Google et du texte original écrit bien évidemment en anglais, dans cet article, le successeur de Nelson Mandela démontre l'urgence qu'il y a à voir l'ancien président ivoirien retourner dans son pays maintenant. En France, le journal Le Monde parle justement des États-Unis, les ferments de la colère. Les manifestations se sont donc poursuivies mardi 2 juin à travers les États-Unis malgré les couvre-feux imposés localement. On termine avec le quotidien sportif, l'équipe qui s'intéresse au football. Après l'Allemagne, le Portugal a repris hier soir sa saison pour les autres championnats majeurs, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Le redémarrage est donc imminent. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin.
J'aime bien la grande une du quotidien sportif, l'équipe Portugal. Voilà. Voilà. Non, n'est-ce pas toi? Ça nous donne en tout cas chaud au cœur, hein, pour nous qui aimons bien sûr le football. Passer le week-end à regarder les matchs en direct, c'est extraordinaire, c'est stupéfiant. Hein, Sauf que Marseille, on ne va pas voir Marseille ces jours-ci. Oh, ne vous inquiétez pas. Forcément, la Ligue 1 va forcément commencer. Alors, ne vous inquiétez surtout pas. Tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pendant ce temps, messieurs, j'ai vu également la une du quotidien Le Monde, hein, qui nous fait savoir qu'on parle aux États-Unis, les ferments de la colère. Oui. Ça a tout lieu de dire que c'est le titre d'un bon roman. Oui, je pense que c'est juste pour relever que depuis le 2 juin, ça continue au niveau des États-Unis, quel que soit ce que le président Trump aurait dit, justement, de traiter ceux-là qui sont en train de faire cela comme étant des terroristes intérieurs, et même aussi, quel que soit le couvre-feu que dans certains États, on a essayé de mettre sur pied, ça n'arrive toujours pas à ébranler la colère des manifestants. Donc c'est dire que cette fois-ci, je crois que ça doit être une bonne leçon. Pendant ce temps, il faut dire par ailleurs que forcément, hein, la grande manifestation est partie de par le monde. Toute l'Europe est aujourd'hui gangrénée justement par même en France. Les manifestations justement. Mardi, tout le monde était du côté de Paris, porte de Clichy, justement pour manifester. Là encore, c'est pas mal de gros problèmes. De post-weekender, Marguerite Nassius nous pose la question, s'interroge d'ailleurs, où sont passés les 136 milliards de francs CFA qui étaient prévus pour lutter contre le Covid-19 et remis par le Fonds monétaire international? Actually, Steve, when you nous aussi, nous voulons savoir. Of course, it's like every other Cameroonian. I think we should be asking where the money has gone to. You know, of recent, the Minister of nous savons également que l'État a pas mal de problèmes. You are right. But when the state presents to us and tells us that this amount of money would be used for this project, we expect it to go into that project. When the Minister of Public Health presented about 2 days ago the statistics of the Solidarity Fund that was created by the head of state, according to what Cameroonians contributed, is just about 1,600,000,000 and something, although the calculation is polemic, 1,600,000,000 and something or million. 2 billion, or yes. 2 billion. It's not up to 2 billion, because from what it was about, it's not up to 1 billion. Selon les journalistes, quand on est déjà à 600, 800, c'est déjà de 2 milliards. Oh, let's hope that, okay. let's round up to 2 billion. And then, there are still need, because up till now, they are still telling us that it is not easy to carry out the test. Although Cameroon Tribune tells us that Cameroon acquired 100,000 rapid test kits, there are still shortages of test kits. And when the minister published it, he saluted the effort of Cameroonians, but still raised the issue that it is not yet enough, which means Cameroon still need money. We have not heard what happened with the 130, some say 135, the post-weekender says 136 billion francs CFA. The Minister of Finance said the money will be used solely to fight COVID-19. And if up till now we are still talking of shortage of test kits, where did they keep the 136 billion francs CFA? It's not 136 million. Billion. 136 milliards. No, so it is high time that they fight for coronavirus. And when you listen to the Minister of Public Health in his tweet that he brought out yesterday, he is saying that there are signs that the government cannot handle this pandemic alone. He is, opening up to private clinics, which says the government is unable to handle it alone. Where has the money gone to? We should be open in this. Vraiment, Alain Diarra a besoin de dire quelque chose là-dessus. Peut-être qu'il sait là où passer l'argent. Hein. Oui, absolument. Je pense que ce qui dérange un peu, c'est que la communication, c'est-à-dire il faut un peu de transparence dans la gestion justement de ces fonds qui sont alloués pour le Covid-19. Maintenant, ce qu'il faut aussi relever, c'est que nous avons aujourd'hui plus de 5 000 cas. 6 000 cas aujourd'hui. Alors, je crois que j'ai appris que un cas nouveau par jour, au moins 300 000 francs CFA. C'est pas donné. 400 000 par personne. 400 000 francs par jour. Et nous sommes déjà à 6 000 cas. Si on multiplie ça, je crois que la question ne mérite pas d'être posée. Même si, oui, la question pour moi ne mérite pas d'être posée. Mais ça peut se poser parce qu'on ne voit vraiment pas la traçabilité. Même si on peut le faire, comme on vient de le dire. Mais maintenant, il faut communiquer. Parce que ces fonds-là sont alloués pour quelque chose. Et les gens veulent comprendre comment ça se gère.
C'est aussi ça. Or, le problème, les messieurs, gouvernants- que vous oubliez, quand le Fonds monétaire international vous donne 136 milliards, ce n'est pas de l'argent visible. Ce n'est pas touchable. Ne vous inquiétez pas, on vous expliquera à un moment venu. Oui, absolument. Ce n'est pas de Ça l'argent aussi, ça touchable. aussi, c'est la- But Jackson, we should do there's something Ah, we bah, should il va let the, surtout let the dire people que understand that c'est when we're possible talking de le of voir. past 6,000, from that 6,000, this is 6,000 confirmed cases. From that 6,000, we have more than 3,000 who have recovered. Yes. It is from that 6,000. We have more than 200 deaths. It is from that 6,000. So when they say 6,000, it does not mean we have 6,000 cases who are isolated and we have 3,000 who are recovered, who are out of the isolation center. No. When we are talking of the reality on the ground, we have about 3,000, 4,000 Oui, je cases. dis même si c'est 3 000. Yes, Même si Messieurs, c'est 3 000. nous sommes à dire 6 000 cas, mais on va également dire que le jour où vous allez voir le Fonds monétaire international, encore la Banque mondiale, venir avec les 136 milliards dans les valises, là vous saurez justement qu'on a prêté de l'argent au Cameroun. Mais pour l'instant, les gars, c'est une longue histoire. Maintenant, messieurs, jusqu'à preuve de contraire, The Guardian Post nous fait savoir que pratiquer le journalisme au Cameroun, ça devient un gros danger. It's a crime. It's a crime. And the paper tells us in relation to Oui. the Boya-based journalist Samuel Wazizi, who was arrested from February 2019. We're in 2020, and 10 months after, since he was arrested in Monya, till we heard of the news of his death around the 2nd of June, nothing has been heard of him. He disappeared. There have been cases of, he has appeared for judgment in court in his absence. His lawyers go there and they postpone the case. Nobody has ever seen him. And up to then, when he was announced dead on the 2nd, people started asking, when did he die? Where did he die? Because for now, nobody can pin a finger on saying that he died in Yaoundé, he died in Boya, he died in Monya. We don't know. But the problem they are asking for is, if Cameroon pretends to be a state, I say pretend, to be a state of law, pretends that there is freedom of speech in Cameroon, pretends that there is freedom of the press. This is not the first journalist who has been arrested and imprisoned for carrying out his duties. On se rappelle également de l'histoire de Bibi Ngota qui est mort justement dans Actually, une we are prison not et refusing surtout the fact that dans la cellule. some journalists at times go out of the norms of the journalism. Yes, the norms of journalism. But then, when we talk of press freedom is we have the duty to educate the public. We have the duty to tell the public, and that's why they refer to the press, the media, as the fourth arm of government in every country. And if we are talking of press freedom in Cameroon, I think that it's high time we practice press freedom rather than preach press freedom, because most of the time we have been preaching press freedom, just like human Mais rights. nous that ne we're preaching pratiquons in pas justement la liberté de Actually. la presse. Ça, il faut le préciser également. On prêche toujours la liberté de la presse, mais est-ce qu'on pratique réellement la liberté de la presse au Cameroun pendant ce temps? Qui a tué Samuel Wazizi? Et il faut le préciser par ailleurs, Bangui Verna se soit posé de nobles questions. Quand est-ce qu'il est mort et où est-il mort? Oui, la question mérite d'être posée. Ouais. Mais je pense que je ne comprends pas ce qui explique qu'on tue un journaliste, ou bien, comment dire, il serait mort, justement. 10 mois après, oui, son arrestation, on se pose pas mal de justement, questions. La torture, je crois que policière. Maintenant, je voudrais dire que les médias sont des appareils idéologiques de l'État. Oui. Donc ça veut dire que les médias ont une mission d'accompagnement de l'État. Et donc, je ne vois pas pourquoi. Même si je peux relever, parce que là aussi, il faut le dire, parce que les gens se servent maintenant de ce métier pour... c'est devenu comme un parachute d'impunité où les gens, c'est un manteau, on passe par là pour exprimer ses convictions politiques. Je pense que ça aussi, il faut le relever. La politique, c'est un chemin qui est sinueux. Ça, on le sait. On doit s'attendre justement à tout cela. Mais je pense Donc, que... un journaliste doit être apolitique. Non, je dis, le journaliste peut être un homme politique. En tout cas, peut avoir... Des convictions des politiques. convictions politiques. Mais quand on est en train d'exercer le métier, On doit être interdit- impartial. Voilà. Donc c'est ça aussi le problème. Donc moi je pense que, mais rien ne peut expliquer quand même si on est un homme politique, rien ne peut expliquer les tortures et tout ce qu'on a vu. Mais je dis simplement que le journaliste aussi doit faire attention. Parce que quand vous exprimez vos convictions en dehors
par exemple des faits, mais là, monsieur, vous êtes... il y a également cela, il y a certains journalistes qui se mettent souvent à l'écart, c'est ce que Mangué Venachos était en train d'expliquer tout à l'heure. Justement, l'occasion nous est donnée souvent de dire à nos confrères, hein, nous sommes là pour éduquer, informer, apporter d'ailleurs la bonne information, absolument, justement à nos téléspectateurs et surtout à tous ceux-là qui nous suivent tous les matins et d'ailleurs tous les jours. Messieurs, il y a également du côté notre ami de la Côte d'Ivoire, Joseph Titi-Niaroua, dont le journal c'est aujourd'hui, ça il faut le dire, il est toujours aussi virulent. On va d'ailleurs lui faire un coucou du côté de la Côte d'Ivoire. Il nous fait savoir que la pression de Thabo Mbeki, en fait il note la pression de Thabo Mbeki sur Alassane Dramane Ouattara. Eh bien pour Thabo Mbeki, il faut à tout prix, tout de suite, maintenant, que Ouattara laisse venir Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé sur le territoire ivoirien. Actually, Steve, you see, if we are talking about reconciling Côte d'Ivoire, if we are talking about reconciling the citizens of that country, it is high time that we bring them in. He is a president and was a president that was legally elected. He was actually still in... Nous le savons qu'il a été légalement élu, so, ne vous inquiétez pas. C'est les autres qui disent qu'il n'a pas été élu. If the president, because when he came to power, he says he wants to talk about reconciling Ivorians. If that is the case, he has to bring in. Remember what happened? Il l'a dit, mais il l'a pas fait. The problem is bringing him in. Remember what happened in South Africa? Thabo Mbeki is still within that frame of mind that we need to, you don't push away your enemy. It's just like your brother. Whatever the situation, you people need to sit and talk. He remains your brother. Gbagbo and Charles Blé Goudé, they remain Ivorians. And if they have to make sure that peace and social cohesion exist in that country, bring them back from exile and let they sit as people of the same family and talk their issues out. C'est justement la seule bonne chose à faire d'ailleurs pour l'instant, Alain Diop. Oui, mais je pense que cette sortie est apparue dans The News 24. C'est un journal de la place du côté justement de l'Afrique du Sud, où l'ancien président, celui qui a justement succédé à Nelson Mandela, Thabo Mbeki, qui pense que justement le moment est venu ou jamais, la Côte d'Ivoire, en tout cas la classe politique ivoirienne actuelle doit faire le pas pour le retour justement de Laurent Gbagbo. Vous savez que après justement ce que la CPI a justement, la CPI qui a ordonné, en tout cas, qui pense une libération partielle en tout cas, hein, parce que la libération partielle, non, je ne vais pas dire que c'est une libération partielle pour moi, parce que si on vous dit, vous pouvez être accueilli dans un pays qui ont à la condition que le pays justement vous accueille, hein, et absolument, surtout... absolument, mais le pays doit d'abord accepter. Quel que soit là où vous pouvez partir, le pays doit vous accepter. Donc, ceux qui ont signé justement le statut de Rome. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour moi, parce que les Africains commencent déjà... Pour les Africains, ce n'est pas encore une bonne nouvelle. Hein. Il faudrait que la Coupe pénale internationale nous dise clairement ce qu'il en est. Il n'a qu'à dire, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libre. Parce que venant d'un ancien président, je crois que ça va essayer quand même de bouger les lignes. Et les gens comprennent de plus en plus qu'il faut le retour de Laurent Gbagbo. Peut-être ça va permettre la réconciliation de la Côte d'Ivoire, même si ceux qui sont en face ne veulent pas entendre de ce nom. Eh bien, il faut également préciser, hein, Mangué Venachos a un peu joué avec les mots de Francis Ford Coppola dans Le Parrain, 3e partie. Et il déclare d'ailleurs, il faut garder ses ennemis près de soi, enfin, ses amis près de soi et ses ennemis encore un peu plus près. Mais il déclare également qu'il ne faut jamais haïr ses ennemis, car cela perturbe le jugement. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse, qui fut d'ailleurs très fructueuse, hein. On va vous retrouver demain pour la dernière édition de DBS Matin. Passez une agréable journée. Messieurs, ils sont déjà sur ce plateau, ceux qui vont justement participer à ce débat. Mesdames, messieurs, nous entrons justement de plein pied dans le débat. Ils sont là déjà, ceux qui doivent participer à ce débat. Patient Parfait, donc bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à notre nombreux téléspectateurs de la DBS La Matinale,
qui est devenu référence aujourd'hui dans le paysage médiatique camerounais et même africain. Donc bonjour à mes amis de panel que tu auras la lourde tâche de présenter tout à l'heure. Écoutez, je suis aussi comme tous les Africains, tous les Camerounais, toute mort qui ne peut pas être expliquée est quelque chose qu'il faut dénoncer avec la plus grande vigueur, que ce soit Floyd au niveau des États-Unis, que ce soit ce jeune journaliste qui a disparu dans des conditions, oui, pour l'instant encore non décidées. Je pense qu'il faut avoir le courage de dénoncer ces pratiques, mais en même temps dire à nos autorités qu'il est grand temps qu'ils commencent à avoir la culture de la communication en temps réel pour que justement il n'y ait pas beaucoup d'amalgame. À partir du moment où vous ne communiquez pas et que ce soit au détour d'une réclamation, au détour d'un procès ou bien de quelque chose qui va dans ce sens, qu'on constate qu'il y a quelqu'un qui n'existe pas, vous ouvrez grandement la porte à toutes les interprétations possibles. Donc je pense que ce qui s'est passé avec ces jeunes journalistes est quelque chose qu'il faut dénoncer, en espérant qu'on va enfin nous apporter les clarifications sur ce qui s'est réellement passé. Alors, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, comme quelqu'un le disait, ce n'est pas la première fois qu'on se rend compte que le racisme existe aux États-Unis. Oh, Le fait nouveau, c'est qu'enfin, le racisme est filmé en mondiovision et en direct depuis les États-Unis. Donc, on voit enfin la face hideuse de la culture de cet État qui s'est battu sur cette culture, cette idéologie suprémaciste d'une race contre les autres, mais en réalité sur le fait qu'il fallait continuer à humilier, à dominer ces autres races comme ça pour être en capacité de continuer de les piller. Vous imaginez l'image que ça renvoie au niveau de notre jeunesse, au niveau de nos enfants qui ont l'impression et qui continuent d'avoir l'impression qu'ils sont des sujets, des êtres inférieurs par rapport à ceux-là qui sont capables de donner la mort à tout moment. La fin de l'esclavage n'a pas mis la fin aux inégalités. On a converti cette nouvelle manière de continuer d'humilier, de violenter les Noirs en banalisant, j'allais dire, les exécutions sommaires des Blancs par le biais de la pendaison. C'était des grandes orgies populaires. Au pendre un nègre, c'était quelque chose de ludique à la limite. Donc, c'est resté cette criminalisation des Noirs aux États-Unis, cette banalisation du crime contre les Noirs aux États-Unis, même le passage plus ou moins éphémère de Barack Obama à la Maison-Blanche n'a pas réussi à complètement à casser, n'est-ce pas, cette culture, cette manière, cette pratique américaine par rapport aux Noirs. Je crois que ce que ces jeunes Américains nous montrent depuis un certain temps avec ces manifestations monstres qu'on voit pratiquement à travers tout le territoire américain. Mais dans 140 villes, il faut le préciser, qui a aussi pu déteindre, même hors des États-Unis, est quelque chose de fondamental. Ça n'a aucune commune mesure. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de violations des droits de l'homme à travers le monde. Mais là, nous touchons au fond d'une problématique qui a quand même causé 5 siècles d'esclavage. On parle souvent de 4 siècles, mais en réalité, quand on calcule très bien, ça fait 5 siècles d'esclavage, 1 siècle de colonisation, et nous sommes là depuis pratiquement 1 siècle dans un néocolonialisme rampant. Donc, il faut vraiment toucher cette problématique avec toute la puissance, n'est-ce pas, tout l'écho, toute la médiatisation, j'allais dire, qu'on peut, pour que enfin les consciences se réveillent. Et je suis heureux que pour cette fois-ci, on a vu beaucoup de Blancs qui sont dans les marches. Et j'ajoute quand même que c'est pas la première fois. Parce que quand on voyait les marches pour la défense des droits civiques aux États-Unis, il y a par exemple quelqu'un comme Bernie Sanders qui a toujours été aux côtés des gens comme Martin Luther King et comme Malcolm X. Mais cette fois-ci, je crois que la prise de conscience de la communauté blanche a atteint des niveaux qui puissent nous laisser espérer qu'enfin, il y a des lignes qui vont forcément bouger de ce côté-là, malgré la bouffonnerie de M. Donald Trump qui n'a vraiment pas de limite. Vous l'avez bien souligné, il faut préciser. Simo, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour M. Ngos, merci de m'avoir invité. Bonjour à mon camarade Ndom Parfait. Bonjour à ceux que vous allez présenter. Je voudrais déjà dire merci pour tout ce que DBS fait déjà, parce que le monde entier aujourd'hui est à l'écoute de cette émission.
on en a informé, et je dis encore une fois félicitations. Je voudrais saluer tous vos téléspectateurs, tous les techniciens, tous ceux qui, grâce à eux, on peut faire quelque chose. Pour ajouter ce que nous vient de dire, il faudrait que tous ceux qui sèment la mort sachent que la mort est un vêtement que tout le monde portera, qui ne se trompe pas. La mort est un vêtement que tout le monde portera. Ne vous amusez pas à tuer des gens parce que vous avez un certain pouvoir. Ça ne servira à rien parce que demain vous répondrez. Même si ce n'est pas avec la loi des hommes, ce sera avec la loi de Dieu. Oui. Car tout se paye ici-bas. Il faut que les gens fassent très attention. Je dis, étant traditionnaliste, il faut qu'on fasse très attention. Maintenant, il faudrait aussi que ces gens-là sachent que le bord n'a qu'un seul œil, mais il pleure quand même. Et ça fait mal. Ça fait mal que les gens passent tout le temps à s'aimer la mort, à faire du mal aux autres en pensant qu'ils resteront impunis. De ce fait, je vous dis encore une fois, on va essayer d'apporter notre modeste contribution à cette émission qui, ma foi, il y a beaucoup de gens qui attendent et qui regardent. Merci beaucoup pour tous ces encouragements. Docteur Yamb, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour, monsieur Boss. Comment allez-vous? Très bien, je vais très bien. D'accord, messieurs, nous entrons de plein pied dans ce sujet. En tout cas, le thème de ce matin, c'est l'acquittement en libération de Gbagbo et Blé Goudé, manœuvre politique en Côte d'Ivoire. Messieurs, depuis leur libération sous condition par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont chacun reçu la visite de Pros. Si le premier séjourne temporairement en Belgique, le second attend toujours, il faut le dire, à La Haye, dans un hôtel 5 étoiles. Une question cependant, Ouattara, Bédié Gbagbo, la guerre des trois aura-t-elle réellement lieu en cette année 2020? Les trois hommes forts polarisent, il faut le dire, la vie politique ivoirienne depuis le début des années 1990. L'actuel président Alassane Dramane Ouattara et ses deux prédécesseurs Henri Konan Bédié et sans oublier Laurent Koudou Gbagbo pouvaient être candidats d'ailleurs à l'élection présidentielle prévue en cette fin d'année 2020. Eh bien, perspective peu réjouissante quand on sait que le pouvoir d'Abidjan ne laissera peut-être pas Gbagbo retourner sur le sol, pour ne pas dire sur la terre de ses ancêtres, et où Alassane Dramane Ouattara a choisi un dauphin en la personne de Amadou Coulibaly, dauphin très malade qui se retrouve d'ailleurs aujourd'hui du côté de l'exil. Eh bien, il faut préciser également qu'on ne pouvait pas penser mieux. Eh bien, la donne a peut-être changé. On peut faire entrer actuellement à la place de Amadou Coulibaly Ahmed Bakayoko sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Lui, le mal-aimé d'Alassane Dramane Ouattara. Lui, celui en tout cas qui a pas mal, il faut le dire, de popularité et qui est ouvert d'ailleurs à un dialogue national avec Laurent Koudou Gbagbo, Charles Blé Goudé, Henri Konan Bédié et les autres. La présidentielle de 2020 donnera-t-elle lieu à un bel, il faut le dire comme ça, affrontement? Ça, c'est notre grande interrogation. Peut-on imaginer un retour triomphal de Gbagbo en Côte d'Ivoire? Là encore, c'est une autre interrogation. Dr Yamb. Écoutez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je crois que les Africains devraient encore plus faire attention à ce qui va se dérouler au cours des prochains mois. C'est comme l'histoire de quelqu'un qui a un grand frère dans le quartier qui sort avec plusieurs filles dans différentes maisons, et il fait des enfants avec tout le monde, et il ne comprend pas qu'entre 1990 et 2020, il avait 29 ans, aujourd'hui il a la soixantaine pratiquement, que beaucoup de choses ont changé, qu'il ne peut plus terroriser tout le monde, et que les jeunes qui avaient 10 ans à l'époque peuvent tout simplement le tabasser à tout moment maintenant. Mais il continue quand même à montrer du muscle et à croire qu'il est toujours aussi fort. En fait, c'est ce qui se passe. Je pense que les forces exogènes qui ont placé Alassane Ouattara au pouvoir sont mises à mal avec cette libération. Ce n'est pas seulement une affaire de pouvoir, que Laurent Gbagbo revienne et puis comme Mandela prennent le pouvoir. Non. C'est surtout que l'Afrique vient très bien de se rendre compte que le grand frère qui terrorisait tout le monde a perdu quelque chose il y a 10 ans quand il a livré son dernier grand combat, le prestige, la peur qu'il pouvait insuffler aux gens. Et puis finalement, on se rend compte qu'on est capable de se réorganiser en interne et d'avancer. Et que le système international lui-même n'accepte plus ces forfaitures. Au fond, qu'est-ce que Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont allés faire à La Haye? C'était simplement une manœuvre pour s'assurer que Ouattara prendrait le pouvoir. Et que, dans leur calcul certainement, au bout de 10 ans,
Les Ivoiriens auront oublié Gbagbo et se seront tournés vers quelque chose d'autre. Ils auraient cassé le FPI et les forces progressistes ivoiriennes. Et du coup, ils se disaient, 10 ans après, la voie serait libre. Mais il y a quand même quelque chose d'incroyable au pays de ceux qui savent tout, d'oublier toujours tout ce que l'histoire nous enseigne. Ouais. Les hommes oublient tout, sauf leurs idéaux. Les hommes oublient tout, sauf leurs idéaux. Et l'idéal de tout Ivoirien, les idéaux de tous les Ivoiriens, c'est leur liberté. Et Gbagbo restera pendant longtemps l'image. Il n'a peut-être pas réussi, il n'a peut-être pas fait tout ce qu'il voulait faire. Est-ce que Oumniobé a réussi? Est-ce qu'il a fait tout ce qu'il voulait faire? Le nom resté. Mais il représente, il cristallise ses idéaux. Voilà la voie qu'il faut suivre. Et je ne vois pas du tout comment nous ne pourrions pas espérer que Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire. Sauf que nous tous, nous savons. Et ceux qui terrorisaient les gens au quartier savent ce que nous savons. C'est-à-dire que si Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais ce sera tout simplement... On ne va même pas attendre... Je suis persuadé qu'on n'attendra même pas les élections. C'est-à-dire que les gens vont eux-mêmes s'exiler. Parce que ça risque d'être un raz-de-marée. Je ne sais même pas comment il fera pour sortir de l'aéroport. Donc, et il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui est concernée dans cette affaire, parce qu'on a tendance à croire que c'est une affaire de la Côte d'Ivoire. La figure de Laurent Gbagbo, la figure de Blé Goudé ne sont plus de simples figures ivoiriennes. Ce sont des figures africaines, ce sont des figures universelles aujourd'hui. Gbagbo est le prototype universel de tous ceux qui se battent pour la liberté de leur peuple. N'oubliez pas, il n'est pas un opposant à la petite semaine. Il s'opposait déjà au régime de Houphouët, déjà dans les années 70. Donc ce n'est pas un opposant à la petite semaine. Alors, Blé Goudé, c'est exactement le genre de choses qu'on souhaiterait voir dans tous les pays. À savoir, quelqu'un qu'un monsieur comme Gbagbo peut prendre sous son aile, le former, et en faire aujourd'hui le modèle de ce que doivent être les jeunes hommes politiques en termes de conviction et en termes de capacité à mobiliser, mais surtout en termes de résilience. Ce n'est pas parce que vous avez tout perdu que vous allez penser que vous avez totalement perdu ce que vous auriez pu avoir. Non, vous restez la figure propre, lisse, honnête, qui incarne une certaine façon de voir le monde, et cette façon de voir le monde qui est universelle, à savoir la quête permanente et incessante de la liberté pour votre peuple. Et je crois que tout ce qui est en train de se faire depuis 2-3 ans en Côte d'Ivoire, en termes de réorganisation politique, de reconstitution, de comment on revoit la Constitution, comment est-ce qu'on réorganise le parti au pouvoir ou les partis au pouvoir, participe en réalité d'une anticipation par rapport à ça. Et même les condamnations qu'on a vues au cours des 3 dernières années participaient d'une anticipation par rapport à ça. La vérité est que si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à mon avis, ont besoin de paix, et même probablement de protéger leur propre vie, il est temps qu'une amnistie totale soit décrétée en Côte d'Ivoire, inconditionnelle, totale, définitive, pour ceux qu'on a accusés, mais également que le pouvoir accepte, soit prêt à accepter de vraies élections libres, transparentes, et surtout s'assure de mettre en place tous les éléments de la sécurité de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé quand ils seront rentrés. Parce que ça risque d'être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Si jamais ils rentrent et il y a le moindre incident, ça va réveiller toutes les rancœurs. Et je ne suis pas sûr que face à la rancœur d'un peuple comme le peuple de Côte d'Ivoire, qui a ses amis camerounais, dont on connaît la pugnacité, qui a ses amis qui sont tout autour, des Maliens, des Burkinabés, des Sénégalais, des gens, tous des gens d'Afrique francophone, et même on avait vu que beaucoup de Nigérians étaient remontés contre le fait qu'Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Il y a tous ces Africains qui seront à l'écoute, qui vont regarder et qui vont certainement se dire il faut que chaque chose soit à sa place. Et que chaque chose soit à sa place, c'est que Gbagbo ou quelqu'un qui l'aura adoubé prenne le pouvoir et conduise la Côte d'Ivoire dans le sens qu'il faut. Patient parfait d'homme jusqu'à preuve de contraire, si Laurent Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, certains pensent que justement, comme le disait Dr Yam, cette étincelle qui pourrait justement créer un autre problème justement en Côte d'Ivoire, ce que beaucoup d'Africains n'ont plus besoin de revoir. D'abord, je tiens à souligner que avec
enfin, cet épilogue, nous assistons à ce que j'appelle la victoire des vaincus. Non, il s'agit de la victoire des vaincus. La gloire du vaincu. La victoire des vaincus, parce que vous savez, qui aurait pu parier? Un beau livre de Joseph Eroumé chez Kadhafi. Il parlait justement de Kadhafi en disant c'est la gloire du vaincu. Bon. Qui aurait pu parier un sous-chiche, je ne sais pas, sur le fait que ça va être ça le dénouement de cette affaire-là. Oui. Personne. On dit, c'était cuit. Bon, les médias mainstream s'en donnaient à cœur joie. Oui, les dictateurs Barbeau, enfin, à la haie, machin, etc., etc. Alors, nous assistons à quelque chose d'incroyable qui est une partie des risques de l'histoire. C'est-à-dire, vous concoctez vos plans dans vos officines, vous mettez en pratique vos plans, et puis il y a un tout petit grain de sable qui vient rentrer dans votre engrenage et bloque tout. C'est ça. Le problème de Barbeau, comme vient de le dire Yam, c'est qu'enfin, depuis le départ de tous les grands, l'Afrique a une voix. L'Afrique a un personnage. L'Afrique a un exemple dont de milliers et de millions de jeunes Africains peuvent s'inspirer pour continuer leur quête de la liberté, de la justice, mais surtout du bien-être pour les peuples africains. Cette affaire-là fait très, très, très mal à ceux qui ordonnent au niveau, dans l'ombre, au niveau de ce que vous appelez pompeusement la communauté internationale. C'est-à-dire que c'est un concept dont tout le monde, personne ne comprend. Il suffit que deux kidam, je ne sais pas, à Paris, à Londres, à Washington, prennent une décision. Vous êtes, on vous bassine des oreilles à longueur de journée. La communauté internationale a dit que, la communauté internationale a décidé que, qui est la communauté internationale? On ne voit pas. Les mots sont tellement galvaudés dans la bouche de ces gens-là que finalement on ne comprend plus rien. Non, je dis que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est extrêmement important. Mais ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire est une opportunité. C'est une chance. À condition que ceux qui sont au pouvoir pour le moment comprennent cette nécessité impérieuse et la saisissent. C'est une chance pour eux de pouvoir enfin saisir ce que l'histoire leur donne, la possibilité, je ne dirais pas d'entrer également dans l'histoire. Oui, je ne dirais pas de se réconcilier totalement avec le peuple africain, mais au moins d'entrer dans l'histoire. Et c'est pour cela qu'il est vraiment impérieux pour M. Ouattara de ne pas être un obstacle au retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Être un obstacle au retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est perpétuer ce que les gens appelaient la malédiction des chambres. Mais s'il comprend vraiment dans quel sens l'histoire est en train de nous mener, il est grand temps pour lui de se saisir de cette opportunité et de mettre en place tous les mécanismes et les conditions pour que le retour de Laurent Gbagbo et son ministre de Jeunes Blé Goudé soit facilité et que cela se passe dans les meilleures des conditions. Ça donnerait une chance à quelque chose dont on court après, depuis comme une course après les moulins avant, qui est quoi? Qui est la question de la réconciliation. Parce que n'oublions pas, tant que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée, ce pays-là ne sera jamais en paix. Il faut donner une chance à la réconciliation. Pourtant, Ouattara promet la réconciliation aux Ivoiriens. Mais on sait 10 ans après, on attend toujours. On sait bien qu'il n'a pas pu. Ce n'est pas une question de vœu. Ce n'est pas une question de vœu. C'est une question de comment, au-delà de la volonté, mais de moyens pratiques avec les acteurs qu'il faut pour le faire. On ne fait pas la paix tout seul. Comme cette prétendue Cour pénale internationale qui n'a jugé qu'un seul camp. Comme si, en cas de conflit, les mots et les exactions ne se faisaient que dans un seul camp. C'est pas vrai. On a vu au cours de ce fameux, ce que vous appelez Cour pénale internationale, mais qui pour moi est un instrument entre les mains des plus forts, n'est-ce pas, de cette prétendue communauté internationale pour punir les élèves indélicats, si on peut le dire ainsi, pour que tout le monde comprenne. On a vu au cours des différentes séances de ce procès des témoins tirés sur le volet par Madame Fatou Bensouda, qui est en fait le contre-maître de cette grosse opération. On n'a pas pris n'importe qui. Venir à la barre pour être des témoins à charge contre M. Gbagbo et subitement se transformer à témoin à décharge. C'est du jamais vu dans les annales de la justice mondiale, dans l'histoire du monde, de trouver de pareils paradoxes. Plus de 80 témoins
ce qui sont tous passés là-bas, aucun d'eux n'a été capable de démontrer en quoi Laurent Gbagbo était responsable de ce qui s'est passé. Au contraire, ça tourne même un peu à la comédie. Oui, monsieur le juge, avant de parler, est-ce que je peux quand même saluer mon président? Vous voyez? C'était du n'importe quoi. D'autres disent, oui, je veux répondre, mais je ne sais pas. Est-ce que tu peux d'abord demander l'autorisation à ma mère qui est restée en Côte d'Ivoire? C'était plus que comique. Donc, ils ont échoué dans leur plan diabolique de diaboliser justement le président Laurent Gbagbo et son ministre. Ils ont échoué dans leur intention, une fois de plus, d'humilier la souveraineté africaine. Mais ils ont surtout échoué de démontrer aux yeux du monde que le nègre n'est rien d'autre qu'un nègre. C'est-à-dire un sauvage et qui ravalait au rang de la bête. Parce que c'est comme ça, ce sont ces clichés-là qui présentent à leurs enfants de ce que nous sommes. Et Laurent Gbagbo, dans une dignité incroyable, dans un splendide hors norme, avec son jeune poulain Charles Goudet, a su leur tenir la dragée haute. Il n'y a que Oumniobé qui avait pu le faire à l'ONU, en mettant KO la diplomatie française. C'est ça. C'est de ces hommes-là dont nous sommes fiers. Ce sont ces exemples-là qui sont le carburant de notre engagement, de notre détermination à continuer de combattre. Donc je dis ce qui s'est passé est quelque chose de fantastique et de formidable. Cette justice qui était programmée pour envoyer Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, à la guillotine, a été contrainte de se dédier. Mais fait exceptionnel, pour la première fois, on acquitte quelqu'un, Il reste en mais prison. on empêche quand même de jouir de ce droit de liberté. C'est quelque chose de surréaliste. Là, on dit, la réalité a dépassé la fiction. Même Hollywood ne peut pas produire mieux. Mais là encore, parce que le vent a tourné, parce que les opinions mondiales regardent cette affaire-là, ils regardent ces juges, ils leur disent, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas acquitter quelqu'un et vous mettez encore des éléments de restriction à sa liberté. De quoi ça retourne? Je crois que c'est à ce moment qu'il y a eu un basculement, parce qu'on a vu certains juges commencer à dire, même si on reprend ce procès 1000 fois, on va le libérer, on va l'acquitter parce que ce gars n'a rien fait. Donc ce qui s'est passé avec le dernier arrêt de la Cour pénale internationale, c'est vrai, l'affaire n'est pas totalement terminée, mais nous sommes pratiquement au bout du tunnel. L'affaire est pratiquement réglée. Nous avons fait le plus dur, comme disent souvent les sportifs, dans les cas désespérés. C'est une remontada incroyable du point de vue de ce qui était attendu. Alassane Dramane Ouattara au régime en place en Côte d'Ivoire aujourd'hui de savoir saisir la perche de salut que le temps d'histoire pour enfin se réconcilier avec l'ensemble. Vous savez, le tout n'est pas d'avoir commis des crimes. Quand vous voyez par exemple la commission Vérité, Justice et Réconciliation en Afrique du Sud, en réalité, si vous êtes comme moi, vous allez dire que cette affaire-là, c'est une grosse escroquerie. Parce qu'en fait, du camp des bourreaux, ceux qui appliquaient l'apartheid la plus dure, personne. Vous voyez? Au contraire, c'est nous qui subissions cette inégalité, cette injustice, qui étions là encore les plus demandeurs de la paix et de la réconciliation. C'est ça la grandeur de l'homme. À mon sens, tout ce qu'on peut dire de Mandela, c'est ça qui fait sa grandeur. Donc à M. Ouattara de comprendre très bien ce qui est en train de se jouer, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais tout pour l'Afrique tout entière, mais surtout pour l'homme noir en général, au moment où nous voyons ce qui se passe aux États-Unis. Il n'y a pas de hasard dans le calendrier. Tout est programmé. Je crois que nous sommes à la fin d'un cycle, à lui et à ses amis, de comprendre ce qui se passe et de se saisir ses pêches, comme je l'ai dit, pour que enfin les Noirs soient respectés, que la face de l'homme noir ne soit plus sujet à des gouloubiers, à des crachats, mais vraiment du respect. Robert Simo d'ailleurs, je vais enlever Robert. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara va justement saisir cette perche? Je vais vous rappeler quelques détails. Pour l'ivoirité, c'est Laurent Gbagbo qui a enlevé pour dire à son frère, bon ok, il n'y a pas de souci, j'enlève cela. Deuxième chose, il était ministre, il lui dit, bon ok, il y aura une indemnité en tout cas pour les anciens ministres, je vais te la donner. La mère d'Alassane Ouattara est morte, il faut préciser par ailleurs que c'est Laurent Gbagbo qui a organisé tous les obsèques.
Ça, il faut le préciser également. Maintenant, quand on revient sur le cas de Laurent Gbagbo, il est en prison depuis 2011. Il n'a pas reçu justement son indemnité en tant que ancien président. Sa mère est morte. On n'a pas, il faut le dire, organisé d'obsèques pour lui. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'Alassane Dramane Ouattara va justement saisir la perche tendue comme ça par l'histoire? Monsieur Ngoz, vous savez, dans la vie, il n'y a que des imbéciles qui mesurent la profondeur de la rivière avec les deux jambes. Il n'y a que les imbéciles qui mesurent la profondeur d'une rivière avec les deux jambes. Monsieur Alassane a commis tellement d'erreurs, mais il a là l'occasion de se racheter. Oui. Si aujourd'hui, il peut envoyer son avion spécial aller récupérer ces deux ennemis, prétendus ennemis d'hier, il va commencer à arranger les choses. Et en plus, faire revenir en Côte d'Ivoire tous les exilés politiques et demander pardon à toute l'Afrique. Je dis bien à toute l'Afrique, pas aux Ivoiriens. Parce que le problème ivoirien est un problème purement africain. Ce n'est pas ivoirien que les gens se détrompent. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la fenêtre ouverte sur le monde, sur la libération de l'Afrique. Permettez-moi, avec votre permission, de dire bonjour à une fidèle téléspectatrice de DBS, Madame Hernandez, du côté de Yaoundé, avant de continuer. Et je voulais donc dire, monsieur Goss, c'est que là où les gens s'aiment, il ne fait jamais nuit. On a tout fait pendant 10 ans pour penser qu'il devait faire nuit en Côte d'Ivoire. Malheureusement, au contraire, le soleil brille toujours de ce côté-là. Pour les petits villages. Le soleil ne brille pas que pour les grands villages, même pour les petits villages. Donc je voudrais attirer l'attention de ce monsieur qu'il est temps qu'il se rachète. Il n'est jamais trop tard pour se racheter. Et en plus, on n'insulte pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'océan, dans l'eau. Ah ça, il faut qu'il se rappelle. Je dis encore, on n'insulte pas le crocodile quand vos deux pieds sont encore dans l'eau. Parce qu'aujourd'hui, là, si Ouattara ne fait pas attention, il risque de payer très cher les 10 ans de Gbagbo et de Blé Goudé à la haie, parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie la présence là-bas. Ça, c'est une grosse insulte contre les Africains. Je n'ai jamais toléré et je ne pense pas qu'il y ait un seul Africain qui peut accepter une telle chose. Ce n'est pas possible. Ouattara a exagéré. Je pense encore une fois, il faut qu'il fasse tous les efforts pour s'arranger et trouver une solution au problème africain, qui est un problème crucial. Oui. Je pense que, ceci dit, maintenant rentrons dans le fond. J'ai eu dit hier que le président Gbagbo a appelé Ouattara, ils ont échangé. Si c'est vrai, c'est une très bonne chose. Et que Ouattara a promis qu'en juillet, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Les deux vont rentrer en Côte d'Ivoire. J'espère que c'est vrai. Si c'est vrai, c'est tant mieux. Mais la meilleure manière de fonctionner, de faire en sorte de se racheter un peu, c'est envoyer son avion. Parce que ce n'est pas son avion, c'est l'avion de la Côte d'Ivoire, l'avion des Ivoiriens. Parce que ce n'est pas avec l'argent de son café qu'il a acheté cet avion. Il envoie cet avion aller récupérer le président Gbagbo et Blé Goudé. Il rentre triomphalement en Côte d'Ivoire. Parce que si eux, ils prennent un avion privé ou n'importe comment pour atterrir en Côte d'Ivoire, comme mon frère Yam Timala dit, ça va être la catastrophe. Hyper compliqué pour Ouattara. Il risque de sortir par la fenêtre. Et je ne sais pas. On ne peut pas être en train de promouvoir l'unité africaine et commencer à penser qu'il faut parler de village, tout ça. Je suis contre. Je pense que M. Ouattara peut se racheter maintenant et faire en sorte qu'on l'accepte un peu partout en Afrique. Parce que moi, je suis l'un de ceux qui l'ont rejeté totalement à cause des actes qu'il a posés. Pas parce qu'il n'est pas africain, mais à cause des actes. Parce que quand vous prenez une femme européenne, je n'ai rien contre, c'est son droit. Mais en plus, vous prenez un monsieur comme Vincent Soudan pour lui vendre la Côte d'Ivoire. Et vous prenez le monsieur qui t'a permis de t'installer en Côte d'Ivoire, te donner une nationalité, le mettre en prison. C'est un mépris, c'est une insulte, c'est une injustice que je ne peux pas accepter. Voilà ma position. Donc de ce côté, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Docteur Yam, jusqu'à preuve de contraire, hier encore, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a pris justement l'initiative de se lever et justement de parler à Alassane Dramane Ouattara et surtout au pouvoir d'Abidjan de tout mettre en œuvre pour faire rentrer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé du côté de la Côte d'Ivoire. Il leur demande simplement d'être du bon côté de l'histoire. Enfin, il leur demande simplement d'essayer. Mais ce n'est pas à Ouattara qui s'adresse. Thabo Mbeki est beaucoup plus futé que ça, c'est pas Ouattara qui s'adresse. Il sait que Ouattara prend aucune décision réelle, stratégique, c'est pas à lui qui s'adresse. Il s'adresse à la France, en disant de faire attention.
N'oubliez pas, lors de sa médiation, je crois en 2014, Oui. dans cette période-là, vous vous souvenez des propos qu'il tenait. Il disait, il ne comprend pas pourquoi il va venir discuter avec quelqu'un qui à chaque fois dit « je m'en vais prendre conseil ». Soit vous décidez, soit vous ne décidez pas. Et c'était particulièrement désagréable pour tous ceux qui ont essayé de faire une médiation en Côte d'Ivoire en 2010-2012, parce que malheureusement, on avait l'impression de parler à quelqu'un qui ne savait pas quoi faire, qui devait à chaque fois, à qui on devait souffler à chaque fois quoi dire. Et ce n'est pas à Ouattara qu'il s'adresse, il s'adresse à la France en disant « faites attention parce que des clercs, même en Afrique du Sud, où c'était pire encore, c'était aussi grave, la situation était aussi grave. De Klerk et son groupe ont essayé de s'organiser pour que les choses se passent bien. Il y a eu la manœuvre de l'INCATA, mais ça a été vite maîtrisé parce qu'à un moment donné, on s'est dit attention, ça risque d'avoir des conséquences désastreuses pour tout le monde. Donc, c'est pas vraiment à Ouattara qui s'adresse parce que Ouattara ne prend aucune décision. Parce qu'au fond, c'est pas Ouattara qui chasse Gbagbo de la Côte d'Ivoire et Blé Goudé. Il est l'instrument qu'on utilise, c'est le petit garçon à qui on dit il va porter le café et il va apporter le café. C'est tout simplement cela. Et je pense que lui-même l'a dit. Ce n'est pas moi, c'est pas mon analyse qui me fait arriver là. Il l'a dit. Je ne dois rien à personne sauf à la France. Donc, il sait à qui il doit quoi. Et il sait qui a fait de lui ce qu'il est. Le dire comme ça, Mondo Vision étant président de la République, c'est quand même... Sur le perron de l'Élysée. Donc, mais il n'est pas le seul. Il y a les meilleurs élèves de la France. Il y en a beaucoup. Donc, il l'a dit, ils sont nombreux. Hein. En réalité, il y a dire beaucoup. comme ça sur le perron de l'Élysée en déclarant au fort que boss. Il doit remercier la France. Oui, non, pas qu'il remercie. Il ne doit rien à personne, sauf la France. Quand vous dites que vous devez quelque chose à quelqu'un, c'est beaucoup dire. Et nous sommes en politique. Nous ne sommes pas dans notre conversation entre amis. Nous sommes en politique. Ça veut dire que tout ce que je suis sur le plan politique, c'est eux. Et probablement, c'est même eux qui sont venus me dire « Nous allons te construire un destin politique. Peut-être que je ne pensais même pas à ça. Moi, j'avais envie d'aller tranquillement faire mon tour du monde ou régler d'autres choses. Donc, voilà le personnage. Je crois que c'est à lui que s'adresse Thabo Mbeki du haut de son prestige d'ancien président sud-africain. Et je crois que aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes auxquels la France doit faire face. Et j'ai le sentiment que, et j'ai parfois, ça m'amuse parfois d'avoir l'impression que la plupart du temps, les Européens ne comprennent pas l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs ils essayent de tout faire pour rester au poste pour garder le contrôle des hommes qui occupent les positions qui leur permettent de leur demander qu'est-ce qui se passe là-bas. Lui, c'est qui? Il fait qu'est-ce qu'il fait, etc. Et cette dynamique-là, qu'est-ce signifie-t-elle? Parce que j'ai l'impression que la France a colonisé une bonne partie des pays africains, un certain nombre de pays africains, mais elle ne connaît pas l'Afrique. Elle n'a pas compris que les Africains ne sont pas là pour lutter contre elle. Au fond, elle ne représente pas grand-chose aux yeux des Africains. Ce qui représente quelque chose aux yeux des Africains, c'est le sort de l'humanité. Et la France n'est qu'un enfant turbulent qui passe son temps à troubler la rivière alors qu'on est venu chercher de l'eau propre, de l'eau potable. Et elle passe son temps à troubler la rivière et elle agace un peu les Africains. Donc, au bout du compte, ce genre d'enfants, comment on les traite au village, on va finir par... on le renvoie. Il reste d'abord un peu loin, tout le monde puise de l'eau et après on le laissera venir. Sauf que comme il fera nuit, ce genre d'enfant rentre toujours sans eau. Parce qu'on va chercher de l'eau à la fin de la journée. Donc, et ce n'est pas une option. C'est comme ça que ça fonctionne, de manière ferme. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a en Afrique des jeunes gens qui disent à la France, ne perds pas le respect que nous pourrions avoir pour toi. Et le respect que les jeunes Africains pourraient, en tout cas la nouvelle génération africaine, pourrait avoir, je dis bien pourrait, j'insiste sur le mot, pourrait avoir pour la France, devrait venir de la qualité de son comportement. Qu'elle change. Qu'elle comprenne que il faut que les hommes comme Gbagbo ou Blé Goudé soient absolument en sécurité. Qu'il faut qu'elle profite, c'est à elle que Thabo Mbeki parle, qu'elle profite du retour, qu'elle profite de ces circonstances pour organiser le retour de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé en Côte d'Ivoire de manière
solennel, que la France s'organise à lâcher du lest en Afrique. Oui. Parce que si elle ne lâche pas du lest d'elle-même et continue le genre de manœuvre éco, et le genre de manœuvre Ouattara reste au pouvoir, il y a des gens, des supputations sur lesquelles il va certainement se représenter plus tôt. Je ne sais pas s'il va y avoir une nouvelle modification de la Constitution ou ça va se passer comment, mais comme il est capable de se dédire à tout moment, il a dit qu'il ne se représentera plus, mais on sait qu'il peut aussi le faire. Donc les gens en parlent. Les gens se demandent quand même, il se représenterait pourquoi? Parce que Gbagbo va se présenter et donc il veut le match retour. Qu'est-ce qu'il veut? Et au fond, je pense que la meilleure chose qui pourrait être faite par le camp Franco-Ouattara, de France et de Ouattara, ce serait en réalité aux prochaines élections présidentielles tranquillement de ne pas se présenter. Que personne ne se présente. Qu'ils organisent la réconciliation et le passage de témoins. Qu'ils laissent la Côte d'Ivoire se reconstituer, panser ses blessures, se régénérer sous la conduite sage et souverainiste de Laurent Gbagbo. Ce sera une opportunité pour la France de se grandir et de susciter un peu plus d'intérêt et de considération de la part des Africains. Et qu'elle arrête de geindre, de se plaindre comme un gamin du sentiment anti-français. Les Africains s'en foutent de la France au petit déjeuner, au dîner. Ce n'est pas leur préoccupation. C'est la France elle-même qui vient se mettre dans leur assiette. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas envie de parler de la France, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas envie de haïr la France, ça ne les intéresse pas. Leur énergie doit servir à autre chose. Les Africains ne détestent pas, ne haïssent pas la France, ils s'en foutent. Il faut peut-être que les Français le comprennent bien. Ils s'en foutent. La seule chose qui les intéresse, c'est leur liberté, c'est leur souveraineté, c'est le développement de leur pays, c'est envoyer leurs enfants à l'école, c'est se soigner, c'est construire leur ville, c'est manger de la nourriture de bonne qualité. Voilà ce qui intéresse les Africains, se soigner correctement. Voilà ce qui intéresse les Africains. Malheureusement, la France est toujours en travers de leur chemin. Je ne sais pas ce qu'elle cherche. Pourquoi elle se met toujours en travers du chemin des Africains? En fait, c'est ça le fond du problème. Et les Français, ne comprenant pas que quelqu'un qui vous empêche de manger, de vous soigner, d'éduquer vos enfants, d'organiser des élections libres et transparentes chez vous, quelqu'un qui vous empêche de devenir indépendant, de conquérir votre liberté, qui se met en travers de votre chemin tous les jours, mais il est normal que vous soyez tout le temps en train de lui dire, mais fous-moi la paix, dégage. C'est ça le problème. Or, si la France, telle que Thabo Mbeki, suit le conseil que Thabo Mbeki leur donne, dégage de l'Afrique, s'en va de l'Afrique, laisse les Africains tranquilles, il arrivera un moment où, qu'elle le veuille ou pas, elle partira. Les Africains feront partir la France, qu'elle le veuille ou pas. Mais il est plus honorable pour elle. De la même manière que vous dites, Ouattara va peut-être être grand s'il envoie l'avion présidentiel qui reçoit Gbagbo, etc. Oui, mais en réalité, on sait que ce n'est pas lui qui prendra l'initiative de faire ce genre de choses, ou pas, ou qui refusera de le faire. C'est quelqu'un qui donnera ce temps. Donc si la France décide de le faire de son libre, de son propre chef, et dit, bon voilà, on va faire ci, on va faire ça, et elle va se construire de cette façon des partenaires solides en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a des jeunes générations, si elles arrivent au pouvoir avec ce type de relation avec la France, j'ai bien peur que même une ramette de papier, on n'achètera plus en France, dans ces pays-là. Parce que les gens se disent, nous avons besoin de partenaires, nous n'avons pas besoin de maîtres, nous n'avons pas besoin de donneurs d'ordre ou de donneurs de leçons. Nous avons besoin de partenaires. Un partenaire, c'est quelqu'un qui vous laisse libre de vos initiatives et de vos choix, qui les respecte. Et donc, en réalité, ce comportement ou cette attitude, cette position stratégique et diplomatique de la France va lui permettre de gagner 14, 15 pays comme de vrais partenaires en Afrique. Et c'est parce que parfois, beaucoup de gens qui réfléchissent en Afrique se demandent, mais pourquoi les intellectuels, les politiciens français ne sont pas capables de se hisser à ce niveau de réflexion? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours dans les manœuvres? Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est, écoutez messieurs, vous ne pouvez rien. Vous avez, dans les 14, 15 pays qui ont été plus ou moins liés par l'histoire à la France, en Afrique, qui représentent peut-être environ 300 ou 400 millions d'habitants, dans ces pays-là, enfin environ 200 millions d'habitants, dans ces pays-là, les gens ne veulent plus de maîtres, les gens veulent être libres.
Et si les gens acquièrent leur liberté, vous avez le choix. Ils peuvent l'acquérir par la violence. La Côte d'Ivoire est en train d'acquérir, d'achever sa révolution, de faire la révolution qu'elle n'a pas pu faire à cause de Houphouët. Et tous les pays passeront par là. Mais imaginez une telle violence au Cameroun. Ce ne sera pas... Je peux vous assurer que la Côte d'Ivoire c'était une cour de récréation. Si de telles choses arrivaient au Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'était la récréation. Et je vous parlais du grand frère qui terrorise les gens dans le quartier et qui avait perdu, ça avait été une bagarre sanglante. Et à votre avis, si ça arrivait entre, par exemple, le Cameroun et la France, qui perdra le plus de plumes là-dedans? Nous, ce ne sera pas un combat en France, ce sera un combat ici. Et vous croyez que qui va perdre le plus? Donc, le fond du problème, c'est d'éviter ça. Personne n'a envie que du sang coule encore. Personne n'a envie de se retrouver encore dans les bagarres avec la France. Il ne s'agit pas d'ego, il ne s'agit pas d'orgueil de blanc contre les noirs, parce que la colonisation française et toute l'action de la décolonisation française est empreinte de racisme. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de blanc contre les noirs. Mais nous-mêmes, si nous savons que c'est du racisme qui est pratiqué contre nous, dans nos propres pays, par des gens qui n'ont rien à faire dans nos pays. Il s'agit en réalité de quoi? Ce dont il s'agit, c'est que la France comprenne qu'elle a la chance d'avoir de vrais partenaires en Afrique. Et ces partenaires, tout ce qu'elle lui demande, reste chez toi. Occupe-toi de chez toi. Quand tu viens chez nous, discutons. Et tu viens quand nous acceptons que tu viennes. Tu ne viens pas parce que tu penses que tu as le droit de... Non, tu viens quand nous acceptons que tu viennes chez nous. Et quand tu viendras chez nous parce que nous l'avons voulu, nous l'avons demandé ou accepté, quand nous allons nous asseoir, on va discuter et crois-moi, les bénéfices seront importants. Ce qui se passe aujourd'hui avec les manœuvres de l'ECO pour continuer à maintenir l'emprise de la France sur les pays d'Afrique de l'Ouest, francophones, etc., ou ce qui est là, on hésite, Gbagbo va-t-il rentrer, va-t-il pas rentrer? Tout cela contribue à énerver une jeunesse qui n'en demande pas tant. Tout cela contribue à dresser sur le chemin sur le chemin des relations de partenariat entre la France et les pays africains, des pics, continuer à adresser des problèmes dont on n'a pas besoin. Mais n'oubliez pas, je vous le disais tout à l'heure, l'histoire n'oublie pas. Et les gens n'oublient jamais leurs idéaux. Les gens peuvent oublier quelque chose qu'ils ont posé ici, mais ils n'oublieront jamais leurs idéaux. Ils se souviendront toujours que leurs idéaux, c'est ceci. Et ils n'oublient pas, et les Africains n'oublient pas. Et ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire est quelque chose qui devrait être une opportunité, pas pour Ouattara. Ouattara c'est pas l'homme qui décide. Devrait être une opportunité pour la France, enfin de mettre fin à son aventure africaine. Puisqu'elle pense que l'Afrique lui coûte cher. Ce qui est totalement faux. C'est elle qui coûte trop cher à l'Afrique. Puisqu'elle pense que elle dit que l'Afrique lui coûte cher. Alors, mais quelle est l'Afrique? Pourquoi tu portes quelque chose qui te coûte cher? Pourquoi tu vas porter quelque chose comme la Côte d'Ivoire qui va t'embêter, Gbagbo qui t'embête d'avancer sereinement? Je pense qu'aujourd'hui, et je le répète à la France, hissez-vous à un certain niveau de considération stratégique, à savoir que le racisme ne paiera pas. Parce que les relations de tous les Français avec l'Afrique, je parle de la classe politique française, hein, je ne parle pas du français de tous les jours qui a déjà du mal à vivre. Le type, il souffre, il ne sait même pas comment il va s'en sortir. Je parle de ceux qui prennent les décisions politiques et les décisions dans les relations entre l'Afrique et la France. C'est d'eux dont je parle. Leur attitude en face de la France est empreinte de racisme. Leur attitude en face de l'Afrique est empreinte de racisme, d'orgueil, de mépris. Leur attitude en face de l'Afrique est empreinte d'idées d'exploitation et de domination. Vous ne pouvez pas dominer un peuple éternellement. Vous ne pouvez pas mépriser un peuple éternellement. Vous ne pouvez pas piller un peuple éternellement. Vous ne pouvez pas penser qu'à un moment ou à un autre, un peuple que vous méprisez ne se réveillera pas. Mais vous avez le choix entre le fait d'avoir un réveil brutal. Ils savent de quoi je parle. Le Vietnam, ils s'en souviennent. Le Cameroun, ils s'en souviennent. L'Algérie, ils s'en souviennent. Il peut y avoir un réveil brutal, mais il peut aussi avoir un réveil concerté. Un réveil calme, dans lequel nous parlons de façon respectueuse et on met les choses à plat. Après l'épisode Côte d'Ivoire, il est temps
que la France arrête. Vous avez des pays qui, en 10 ans, se sont reconstitués. Hein. L'armée ivoirienne d'il y a 10 ans n'est pas la même aujourd'hui. L'armée camerounaise d'il y a 10 ans n'est pas la même aujourd'hui. Ça, c'est également vrai. Patient pas fin d'homme, le docteur Yamtimba prenait d'ailleurs un exemple tout à l'heure. On parlait justement de l'Afrique du Sud en 1990, lorsque le pouvoir des Blancs s'est rendu compte qu'il était temps, en tout cas parce que les Noirs se réveillaient déjà un peu dans la virulence, hein, il faut le préciser. Frédéric de Klerk avait pris l'initiative, justement, de libérer Nelson Mandela. Et d'ailleurs, hein, le 11 février 1990, on verra bien sûr Nelson Mandela sortir, il faut le dire comme ça, des geôles. Et bien sûr avec main en l'air, avec bien sûr Frédéric de Klerk. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de scénario dans les jours à venir concernant la Côte d'Ivoire? Oui, mais puisque parler de l'Afrique du Sud, il y a eu ce débat qui a animé un peu la toile à un moment donné, où les gens disaient, oui, mais vous savez, l'Afrique du Sud raciste à la Chine d'Est, parce qu'enfin, on avait organisé des grands concerts à Londres, à je ne sais pas où. Je me dis, mais vous êtes des blagueurs ou quoi? C'est la résistance du peuple sud-africain qui a contraint ces gens-là de dire, mais on ne peut plus. Bien sûr. On sabotait les mines, l'activité économique était complètement en arrêt. Les bombes qui explosaient de ci et là, bon, les jeunes qui n'avaient plus peur, les Salomon Langou, les Sibiko, et même Cyril Ramaphosa qui est au pouvoir. Tous ces jeunes-là étaient pris au sacrifice. Attention. Bien sûr. Mais surtout parce qu'autour de l'Afrique du Sud, on avait fait un corridor, un cordon, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle la ligne du front, qui n'acceptait plus cette situation-là. Alors, quand on analyse sur le plan international, le moment où M. Sarkozy décide de détruire la Côte d'Ivoire, oui. Et aujourd'hui, regardez la situation internationale, beaucoup de choses ont changé. Bien sûr. Beaucoup de choses ont changé. Et ce qui faisait avait tendance à dire, bon, c'est l'arrière-cour française. Laissons-leur faire ce qu'ils vont faire et dans 2 jours, ça va se calmer. On constatait. Et ça ne s'est pas calmé. Hein. Des années après, plus d'une décennie après, que la résistance, que la mémoire n'avait pas été lessivée. Ils se disent, aïe, il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer de ce côté-là. Oui. Et la France elle-même, elle a perdu sa superbe. C'est plus cette France-là qui était condescendante. Regardez en Europe, où aujourd'hui, on a des dirigeants de pays de moins d'importance que la France qui n'hésitent pas à tenser la politique française en Afrique. Ils le disent ouvertement, sans complexe. Vous voyez? Mais maintenant, revenons à la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, il parlait en prenant le cas d'Algérie et du Cameroun. Il faut saluer la résistance du peuple ivoirien. Dans les prisons, en exil, même tout récemment, il y a encore un jeune là, je crois, connaît, qui est en prison, on l'appelait le drone, parce qu'il donnait, c'était un activiste, un lanceur d'alerte qui est en prison. Les gens, ils n'ont pas peur. Ils affrontent leur destin. La Côte d'Ivoire a complètement changé. L'environnement africain a changé. J'allais dire, les pays qui entourent la Côte d'Ivoire, c'est plus la même chose. Si le Burkina pouvait servir de base arrière à la rébellion ivoirienne, parce qu'il y avait un certain Camporé qui voulait absolument, qui était en fait le vaguemestre de la politique française, on le sait très bien aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à Roche Christian Caboret de jouer le même rôle. Il va vous dire que je ne peux pas, parce que moi j'ai mes propres problèmes dont je suis incapable de résoudre. Vous oubliez, vous voyez très bien ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso avec des attaques djihadistes qui n'en finissent pas. Au Mali, parce que n'oublions pas aussi le rôle du Mali et du peuple malien dans le soutien à M. Ouattara, qui était considéré comme le musulman, l'homme de nordiste dont on ne veut pas. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez le désamour du peuple malien par rapport à la France. Vous vous souvenez de l'arrivée des troupes françaises pour soi-disant sauver les Maliens? Regardez les manifestations monstres qui se passent aujourd'hui à Bamako, où les gens disent carrément, France dégage. C'est toi le problème. Qu'est-ce que tu fous chez nous? Donc, il y a cet ensemble de choses. Sans oublier vous les Camerounais, parce que... Sans oublier les Camerounais, les Centrafricains. 2 commissions d'enquête du Sénat français qui sont venus au Cameroun pour dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand eux, et comme ils ne sont pas assez bêtes, ils ne sont pas tout bêtes, ils prennent quand même en compte cet ensemble d'éléments et se disent, attention, on ne peut plus continuer de nous comporter comme on se comportait avant. C'est plus possible. Donc, c'est cette dynamique-là. Ce sont l'ensemble de ces dynamiques-là qui peuvent aujourd'hui amener un certain nombre d'éléments de réflexion au niveau de Paris pour dire peut-être qu'il est temps pour nous de mettre un peu la pédale douce
Vous avez vu dernièrement, je crois hier ou avant-hier, la manifestation à Paris pour le jeune Adama Traoré. Adama Traoré, oui. Vous avez vu mardi, ça? Mardi. Vous imaginez, je vous rappelle. Porte de cliché, hein, il faut Je préciser. vous rappelle que les Algériens ont manifesté comme ça. Vous vous souvenez où on envoyait les gens complètement à la scène. Bien sûr. Mais là, il n'y avait pas que le noir, il n'y avait pas que les Africains, il y avait des Blancs qui disaient cette violence policière, on en a marre. Ça veut dire que l'opinion est en train de basculer. L'opinion change. Comme l'opinion américaine est en train de basculer, de comprendre que on ne peut plus continuer d'entretenir cette impunité de ces suprémacistes blancs vis-à-vis des Noirs. Le monde a changé. Peut-être que Corona est pour quelque chose, j'en sais rien, mais le monde est en train de changer. Il y a une accélération de mouvement historique qui fait que les choses ne peuvent plus être même plus graves. Je l'ai dit, c'est pas un détail. Ce qui s'est passé à La Haye est quelque chose d'exceptionnel. Est quelque chose qui frappe tous les esprits. Il y a quelque chose qui s'est passé à La Haye qui va mettre sur le plan moral très mal des gens qui veulent continuer une certaine politique. Vous allez me dire que, bon, écoutez, ces gens-là, quand leurs intérêts sont en jeu, souvent, ils s'en foutent complètement de ce qui peut se passer, ils accélèrent. Mais ils n'oublient pas quand même que nous sommes là en plein dans un rôle d'intérêt. Oui. Regardez ce qui s'est passé. Je donne des exemples comme ça pour qu'on mette ça tous les différents morceaux de puzzle, pour qu'on voit le grand tableau, le big picture. En République démocratique du Congo, les élections se passent. Vous savez la position de Le Drian? Oh, ce ne sont pas des élections, c'est un faux truc. Bon, on sait que ce n'était pas tellement ça. Mais c'est même Le Drian qui, à un moment donné, se rendant compte que les choses avançaient, est allé à Kinshasa. À Doubé, le nouveau chef d'État congolais. Pourquoi? Parce que eux, ils voyaient, comme c'était à la fois un militaire, ce n'est pas parce qu'il est devenu ministre de relations extérieures, de leur diplomatie, chef de diplomatie, ils voyaient ce que la France pouvait perdre si elle ne mangeait pas rapidement son chapeau et changeait de veste. Ils voyaient ce que la France pouvait perdre. Donc c'est là le talon d'Achille de cette affaire-là, Yam l'a dit. Si nous nous organisons bien, et moi, contrairement à Yam, je ne compte pas beaucoup sur Paris, je compte sur notre propre organisation, sur notre propre détermination. Oui, si nous nous organisons bien, si nous sommes davantage déterminés Bien sûr. à dire à la France que, de toute façon, vous pouvez faire ce que ça fait maintenant, mais sachez que un travail en interne, c'est-à-dire qu'on de grande en train de se passer, un travail de fourmi méthodique en train de se passer, un travail de conscientisation et d'éducation de nos populations en train de se passer. Si vous continuez avec cette politique mesquine, raciste contre nous, le moment viendra où nous allons complètement couper les ponts avec vous. Et c'est vous qui avez le plus à perdre à ce jeu-là. C'est vous qui avez le plus à perdre. Bien sûr. Et je pense qu'il y a des sphères là-bas au niveau de leur établissement où les gens politiques, économiques et même culturels, où les gens disent attention, peut-être que nous sommes en train de franchir la yellow line. Il est grand temps pour nous de nous ressaisir en essayant, à la limite, d'avoir des solutions plus ou moins cosmétiques. Mais ce n'est plus possible d'avoir des solutions totalement cosmétiques aujourd'hui, mais qui vont dans le sens d'un quelconque apaisement pour justement garantir ce futur, et Yam l'a déjà démontré 6000 fois, qui en réalité sera profitable à la France. Vous vous imaginez les 14 pays africains qui aujourd'hui peuvent avoir un niveau de développement acceptable? Ça va profiter en premier à qui? À Paris. Bien sûr. Nous serons en mieux de mieux commercer avec Paris, nous serons en mieux de mieux faire des choses avec Paris. Il faut faire très attention. Mais, Yam l'a dit, et je reviens là-dessus, pour ceux qui nous écoutent, nous n'avons rien contre le peuple français. Du tout. Le peuple français, ce sont nos amis. Non. Attention. J'ai quelque chose contre. Oui, j'en viens. Félicité, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Le peuple français, ce sont nos amis. Pourquoi? Oui. Non. Parce que ce sont des humains comme nous. Ah. L'humanisme est authentiquement africain. Le panafricanisme est un humanisme. Nous n'avons pas pour vocation, le moment venu, si nous réussissons à nous libérer et à avoir l'entièreté de notre souveraineté, de faire du peuple français nos ennemis. Non. Mais nous voulons tout simplement leur dire, tout le monde vient manger à la main de l'Afrique. Vous êtes invités à venir partager ce repas avec nous. Mais attention, on ne vous permettra plus qu'après le repas, vous attaquer à notre propre main. C'est tout ce que nous allons Comme dire. Dr Yam disait tout à l'heure, apparemment, c'est le jeune garçon qui est en train de trouver de l'eau. Il pourra se mettre à côté pour laisser les autres en tout cas puiser. Ouais.
Mais Simon n'est pas d'accord avec ça. Nous sortons bien de ce débat. C'est bon. Simon, Oui. pourquoi vous n'êtes pas d'accord que la France... C'est le champion de boycott des produits est un français. ami. Oui, Il je le s'en sais. cache pas. Lui, il s'en cache pas du tout. Médicaments, tout Non, il faut qu'on soit portable, il n'est pas dedans. faudrait qu'on soit sérieux un peu. Oui. Quelqu'un ne peut pas avoir ton porte-monnaie, il t'empêche de manger et tu dis qu'il est ton ami. Expliquez-moi, je voudrais comprendre. Ils sont dans la perspective du futur. Monsieur Ndom, laissez-moi le futur. Le passé, on ne peut pas continuer le futur. On ne peut pas continuer une voiture comme si les rétroviseurs n'existaient pas. Malgré le pare-brise, on doit regarder les rétroviseurs, monsieur Ndom. Je suis désolé. Il faut se terminer le français. Non. Monsieur Ndom, Laissez Simon il s'exprimer. faut qu'on se comprenne. Vous ne pouvez pas m'expliquer que votre voisin a votre porte-monnaie, vos enfants meurent de faim et vous dites qu'il est votre ami. Explique-moi comment. C'est la sorcellerie. Je voulais comprendre. Peut-être c'est moi le plus idiot. Mais je dis encore une fois, la France ne sera jamais mon ami. Parce que pendant 400 ans, monsieur Ndom, c'est la France qui a mis l'Afrique. 14 pays africains jusqu'aujourd'hui dépendent de la France. Pourquoi? Et vous trouvez que ce sont mes amis? Je suis désolé. Il faut faire le distinguo. Ah non, c'est moi. Je ne veux pas faire le distinguo. La France, c'est la France, je suis désolé. La France, c'est la France, je ne veux pas faire le distingo. Parce que quand ils ont notre porte-monnaie, les Français ne disent pas rembourser le porte-monnaie. Ouais, donc, Ils ne sont pas en Chine, les Français, ils sont en France. donc, Je suis désolé. Tu auras pissé sur la tente de Gaston Donat? Pisser seulement. Pisser seulement. Non, messieurs, on n'est pas là Bon, pour ce genre de déclaration. Hein. De toute façon, la télévision. Je voudrais Voilà. dire une chose. Le malheur est l'école de la sagesse. Le malheur est l'école de la sagesse. Ce qu'on a vécu nous amène à être sages. Ce n'est pas la France qui va nous dire ce qu'on va faire. C'est nous qui allons déterminer. Et on est en train de le faire. À travers ce que toi, tu fais depuis des années. Donc, ce qu'il lui fait depuis des années, ce n'est pas la France. On est en train de conscientiser. Et ça change, pas parce que la France veut, parce qu'ils sentent que ça va bouger avec ou sans eux. Ça, c'est clair. Je ne discute pas là-dessus. Je ne le fais pas depuis des années. Pour moi, tu as été à l'UPC pendant la clandestinité. On a été ensemble. On a souffert pour libérer ce pays. Même si aujourd'hui, il n'y a pas de retombées, parce qu'on attend rien de ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, au lendemain où les choses sont en train de changer, on se comporte comme si la France volontairement est en train de libérer. Non, je suis désolé. Quand tu as un fardeau qui pèse, monsieur, tu déposes le fardeau. Tu déposes le fardeau, tu ne le portes pas en disant que non, vraiment, j'ai pitié des gens, je vais les aider. Tu ne les aides pas. Si tu es à côté d'un malade pendant des années et que le malade n'est pas guéri, c'est toi le problème, c'est pas le malade. Comme ça, sérieux, on parle de quoi? Non, je voudrais seulement dire à mon frère Ndom, au combattant Ndom, que je connais très bien. Il ne le dit pas parce que... Vous êtes des combattants, vous, des combattants de grande lutte, hein, depuis il ne le dit pas parce l'UPC. il le dit pas parce qu'il y a un Il est parti. né dans le maquis, le mec. Il ne le dit pas parce qu'il y a un parti pris. Il peut se tromper parce qu'il peut-être il se dit vraiment, peut-être en faisant ça, ça peut s'arranger, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas caresser ton ennemi dans le sens du poil en pensant qu'il va oublier le couteau qu'il a derrière pour te poignarder. C'est pas possible. Son couteau est là, il va te poignarder. Tel que c'est ce que tu vas faire. Donc la France est là pour nous poignarder. À la moindre occasion, il ne nous lâche pas. Sinon, on est en train de se battre là. Regardez, ils sont en train d'instrumentaliser un monsieur qui continue à dire non, le français, c'est une très bonne chose. On quitte le français pour l'écho. Qui est derrière? C'est Et les Dieu, lui. Africains. Attends. Et vous dites que ce sont nos amis. Je dis, ce ne sont pas nos amis. C'est le truand, ou bien c'est Macron. Macron, c'est aujourd'hui Non, Macron. il s'appelle Drian, Macron. le Le Drian. Drian et Macron. Macron. C'est pas moi qui ai donné le nom. J'ai dit le truand et Macron. C'est pas moi qui ai donné le nom. Je suis français. Et j'ai dit, ils se sont arrangés pour embrigader les Africains pendant des années. Et ils pensent qu'ils vont continuer. Malheureusement pour eux, la nouvelle génération, comme docteur Yann. Excuse-moi, j'ai dit docteur par ailleurs parce que tu es mieux qu'un docteur. Parce que c'est des titres pompeux qu'on donne. Tu es mieux qu'un docteur. Donc moi, pour moi, les histoires docteurs, ça n'existe pas. Donc, monsieur Yam l'a dit tantôt, ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de glisser même sur un terrain en saison sèche. Ça leur pose des problèmes. Et ils ne cherchent pas quelle voie sortir. Mais nous, on est déjà engagés. Et on va s'en sortir sans eux. Avec ou sans eux, on va s'en sortir. Merci. Moi, je suis prêt à mettre ma vie pour que l'Afrique change complètement par rapport à la France. Merci. Merci, messieurs. Nous sortons en tout cas de ce débat en quelques secondes. Docteur Yamb, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est toujours la bonne question que je pose à la fin. On fait quelques secondes. ce qu'on sait faire. C'est-à-dire qu'on s'en tient à nos idéaux. Oui. On se bat pour ça. On s'organise pour ça. Il y a des élections en Côte d'Ivoire cette année. En 2020, en novembre, Apportons le soutien Octobre, novembre, au je camp pense, progressiste. décembre, quelque part. Apportons tous du soutien au camp si jamais il y aura progressiste. élection, il faut préciser. Si jamais il y a élection, apportons tous du soutien au camp progressiste. Et dans les autres pays, les 14 autres pays, pour les prochaines échéances électorales, assurons-nous que ce soit les progressistes
les souverainistes, les indépendantistes, les nationalistes, que ce soit eux qui arrivent au pouvoir. Et de cette façon-là, on va complètement changer le visage de l'Afrique. Et celui qui n'est pas content, eh ben, il ne sera pas content. Mais je dis encore une chose. À la France, ce sera ma dernière phrase. Je m'adresse à elle parce que c'est à elle que Thabo Mbeki s'adresse. Le meilleur partenaire, moi je ne parle pas tout à fait d'amis, je parle de partenaires. Parce que ces gens-là, ils n'ont que des avantages. Des intérêts. Restons sur le plan des intérêts. Donc avec la froideur qu'il faut. Le meilleur partenaire, les meilleurs partenaires qu'ils auront en Afrique, ce seront des nationalistes purs et durs. Les partenaires qui jouent avec eux, qui sont des aliénés, des relais du néocolonialisme, ne sont pas les bons partenaires pour eux parce que le peuple les bousculera. Les meilleurs partenaires pour eux, c'est des nationalistes, des souverainistes, des indépendantistes purs et durs. Parce que ceux-là, conscients de ce que maintenant, ils ont un pays à développer et qu'ils doivent déployer les bonnes stratégies pour développer ces pays et qu'ils sont seuls à la barre, initiative historique, décision à prendre, etc. Ce sont ces gens-là qui sont leurs meilleurs partenaires. Contrairement à ce qu'ils croient, les meilleurs partenaires qu'ils auraient pu avoir en Afrique, c'était les gens comme les Sankara, les Oumyove, les Gbagbo. Pourquoi? Parce que ces gens veulent le bien de leur pays. Et ceux qui veulent le bien de leur pays sont les meilleurs avec lesquels on peut négocier de façon sérieuse. Ceux qui ne sont pas dans cette dynamique-là ne sont pas les bons partenaires. Et quoi qu'il arrive, ce sont ces gens, heureusement pour les pays africains et malheureusement pour eux, qui vont tenir les rênes du pays dans les années à venir. Merci. Patient Parfait d'homme, rapidement, votre mot de fin. Non, je pense que c'est pas un malentendu. Bon, c'est de Simo ça. Nous sommes en plein dans une guerre. Je veux comprendre Simo, hein, il a vécu je loue le la maquis, résistance. Je loue dans le sang. Je loue la résistance ivoirienne. Je loue la résistance des peuples d'Afrique qui ont pris cette question ivoirienne comme un problème personnel. À un moment donné, il y a des gens qui ne comprennent rien au sens de l'histoire, qui disent « Occupez-vous du Cameroun, laissez la Côte d'Ivoire tranquille ». Non, tout est lié. Si on se bat pour l'indépendance du Cameroun, c'est aussi pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous ne pouvez pas le libérer, aucun de nos pays n'a intérêt à être libre tout seul. Parce qu'aucun de nos pays ne va s'en sortir seul. On a vu comme nous sommes tous dans la même barque, hein, comme esclaves. Mais donc nous avons intérêt à lutter pour que chaque fois qu'une portion de notre territoire peut être libérée, qu'on applaudisse et qu'on apporte le soutien pour que cela soit possible. Mais maintenant, dans cette bagarre, il faut faire très attention. Vous savez, la guerre du Vietnam a pris fin grâce à 2 éléments. Le premier élément, c'est la résistance déterminée du peuple vietnamien. Bien sûr. Mais le deuxième élément qu'il ne faut pas non plus ne pas prendre en considération, c'était le fait que l'opinion américaine avait complètement changé. L'opinion américaine s'était dressée contre cette guerre, qu'elle ne comprenait pas. Vous savez, les gens comme le Mohamed Ali, qu'on voulait envoyer au front, ont préféré faire la prison. Donc, dans une bagarre comme celle que nous avons là, c'est une bagarre extrêmement tactique et stratégique, il faut aussi compter sur l'opinion publique de votre ennemi. C'est pour ça que moi je fais un distinguo. Et je le fais, vous allez dire, c'est un politique, j'accepte. Entre les politiques et l'établissement colonial français, Jean l'a dit tout à l'heure, qui par moments traitent aussi violemment leurs propres concitoyens comme ils nous traitent. Bien sûr. Justement. Donc nous avons intérêt à gonfler cette masse critique favorable à l'idée qu'il faut que l'Afrique soit libre, souveraine, en les encourageant. Je suis un UPC Simon, et on sait très bien que nos premiers leaders sont allés vite pour la compréhension du monde, parce qu'ils étaient encadrés quand même par des gens qui venaient des régions où ils voyaient déjà comment ces difficultés, j'allais dire ces inégalités avaient créé, n'est-ce pas, des classes. Et parmi ces gens-là, il y a quand même l'immense et grand Gaston Donat, qui était l'ami personnel, d'abord l'appelé mon frère, et qui, je vous donne l'information aussi, quand l'UPC a été légalisé, la carte numéro 0001 appartenait à Gaston Donat. Donc, nous avons des amis au sein du peuple français, à eux de continuer cette sensibilisation au sein de leur opinion,
pour que les gens comprennent justement que la France n'a plus intérêt à continuer à avoir les mêmes comportements, n'est-ce pas, et de continuer de signer les mêmes accords léonins, comme vos accords de coopération, comme des fausses bases militaires qu'on voit de gauche à droite, mais surtout contre ce franc CFA qui est devenu plus qu'un boulet, n'est-ce pas. On a encore en tout cas jusqu'au 26 juin prochain pour avoir l'Afrique, si ce n'est pas l'Afrique, en tout cas on est en train d'être trouvé pour que la CEMAC trouve justement sa monnaie, c'est prévu. On aura le temps d'en parler. Merci beaucoup. Quand je vois le chef d'État, je suis j'attends le miracle. Le mot existe donc. Le mot existe d'avoir été là ce matin. Simon, je vous dis merci également d'avoir été là. Je pensais que j'avais le dernier mot. D'ailleurs, allez-y, dernier mot rapidement. Okay, je voudrais donc dire que on ne peut pas conduire une voiture en oubliant les rétroviseurs, en regardant seulement le pare-brise. Oui. Et en plus, on ne cache pas la lumière du soleil avec la paume de la main. N'importe comment, le soleil va apparaître pour tout le monde. Et le soleil de l'Afrique est en train d'apparaître. C'est ce que je voulais dire. Merci en tout cas d'avoir été dans notre ce matin. Simo, Dr Yann, merci également d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre débat. Pour bien sûr continuer cette édition et pour la terminer d'ailleurs en bon terme, eh bien nous accueillons notre expert de ce matin. Mohamedoul Aminou est notre invité de ce matin. Mohamedoul Aminou, bonjour, bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'invitation sur votre plateau panafricain, encore ce matin. Et justement, je rappelle que vous êtes le promoteur et surtout, je vais dire quoi déjà, celui qui est le fabricant de Covid Cure, qui soigne d'ailleurs le Covid-19. Vous faites savoir d'ailleurs que vous avez eu une très belle expérience, en tout cas, avec votre Covid Cure. Oui, docteur Mohamedoul Aminou que je suis a pu mettre sur pied cette solution thérapeutique qui vient au bout de ce Covid-19 appelé coronavirus. Donc avec efficacité, j'ai mis sur pied le projet Covid Cure, qui est un projet qui a pu aujourd'hui soigner plus de 400 personnes au Cameroun et plus de 200 à l'étranger. Donc je précise bien, Covid Cure est déjà quelque chose dont l'Afrique devait se féliciter. Si déjà le Madagascar a pu mettre sur pied le Covid organique au Cameroun, en particulier un jeune chercheur de plus de 25 ans d'expérience a mis sur pied un projet, je peux dire ambitieux, et qui donne du fruit, qui est notamment celui de Covid Cure, qui ramène aujourd'hui l'efficacité de la médecine traditionnelle améliorée sur la sellette, pour ainsi booster les esprits, les idées reçues qui voulaient que l'Afrique ne doit pas se prendre en charge en ce qui concerne... Pour ceux-là qui déclaraient d'ailleurs qu'il y aura une hécatombe, en tout cas sur le continent africain, et qu'il y aura sûrement des morts, des millions de morts. Justement, donc cette pronostic a été déjouée par nous, par les Africains, par les Africains. Et par vous également, vous qui êtes docteur dans la pharmacopée africaine. Voilà, donc aujourd'hui, je peux vraiment me réjouir sur ce plateau pour assurer les uns et les autres. Plus de 500 à 1500 personnes ont été immunisées en termes de protection, parce qu'il faut l'avouer ici, notre produit est à tuer préventif et curatif. Sur le plan curatif, nous avons eu plus de 400 guéris. Sur le plan en termes de protection, nous avons plus de 1500 personnes qui ont consommé ces produits et qui sont en santé, dont vous ne recevez pas de plaintes dans vos différents plateaux. Ça montre que l'observation médicale, disait mon confrère du Madagascar, est donc bel et bien scientifique. Parce que s'il y avait des difficultés, vous êtes des hommes de médias, on vous aurait interpellé pour vous dire que j'ai pris le produit, je ne me sens pas Justement, bien. Vous êtes venu sur ce plateau ce matin, on ne vous avait pas réellement invité, mais vous êtes venu quand même pour nous faire comprendre que votre produit marche. Justement, c'est pour encore dire aux téléspectateurs de faire encore une fois de plus confiance et d'en consommer au maximum que possible le Covid Cure, qui est une solution thérapeutique contre le coronavirus appelée
sur le plan scientifique Covid-19. Justement, la dernière fois que vous étiez sur notre plateau, il y a pas mal de personnes qui nous ont fait signe et voulaient justement votre numéro de téléphone. Oui, l'occasion ne m'a pas permis de passer mon contact pour des éventuelles consultations et pour des éventuels d'achats en termes de produits et sur des éventuelles représentations sur le plan de l'étranger et des personnes de bonne volonté qui aimeraient vous leur donnez soutenir votre numéro de téléphone parce que le temps nous est imparti déjà. D'accord, donc le contact il est là, le 6 96 74 06 03, 6 96 74 06 03. Donc je tiens à un seul numéro. Voilà. Oui, 6, il y a aussi le 77 52 74 51. 77 52 74 51. Donc, pour des personnes qui aimeraient représenter le produit en Afrique. Et comment est-ce que ça vous est venu justement l'idée de faire ce produit? Est-ce que vous êtes en partenariat avec d'autres médecins ou alors d'autres tradithérapeutes? Oui, justement, j'ai travaillé avec beaucoup de médecins. Oui. Il faut comprendre que moi je suis dans le syncrétisme, c'est-à-dire je n'exclus pas la médecine moderne ou bien la science, mais j'ai pu les surpasser de par mon expérience en ce qui concerne, dont j'ai les spécialités en termes de problèmes pulmonaires pendant plus des années, et j'ai eu l'accroissement en termes de nombre de consultations des personnes souffrant de difficultés respiratoires dans mon cabinet, et j'ai commencé donc à solutionner ces problèmes sans toutefois me poser des questions de façon innocente. Pourquoi ces gens souffraient. Et vu l'actualité et constatant ainsi parmi les malades consultés qu'il y a d'entre eux qui avaient déjà des résultats positifs en tant que malades reconnus Covid-19. Donc, étant guéris, ils m'ont donc interpellé, mais grand docteur, si nous sommes guéris grâce à votre remède, vous devez aussi sauver l'humanité. Vous ne devez pas vous cacher, vous devez extérioriser votre expérience pour permettre en parler justement dans les médias pour que tout le monde sache. Oui, pour que les uns et les autres, pour interpeller les consciences, notamment le pouvoir public, d'appuyer des jeunes. On dit que des jeunes au Cameroun ne créent pas des initiatives. Voilà un qui a mis sur pied un projet international. Elle n'est pas seulement national, parce que je peux vous dire que ce produit est consommé même à l'international. Il suffit seulement d'un petit accompagnement pour pouvoir permettre les uns et les autres. Donc, pour ceux qui ont pris le contact, qui aimeraient échanger avec moi, que ce soit des experts de la médecine moderne ou bien de l'administration, nous restons disponibles, mais nous les assurons qu'il y a eu plus de 1500 personnes au Cameroun qui ont consommé à titre préventif. Je pense que 400 personnes qui sont guéries. Vous en faites partie. Ceux qui ont consommé, vous êtes toujours là. Et la pandémie continue. J'en ai consommé, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, pour moi, je suis toujours debout. Voilà. Donc, c'est pour dire que les témoignages sont clairs. Moi, aujourd'hui, je ne marche plus avec des cache-nez. Je vous le rassure. Je n'en ai plus besoin. Qu'on m'invite à la cantine, à l'intérieur où est confiné tous ces malades, je ne viendrai pas avec le cache-nez et je viendrai avec le Covid-Cure et qu'on me donne l'occasion de solutionner ce problème. Ça ne coûte rien, mais il suffit de nous faire confiance. Si Madagascar a choisi la politique et ils ont validé leur projet, pourquoi pas le Cameroun? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamedoul Aminou, d'être venu en tout cas nous expliquer justement que tout marche bien. Ouais. C'est souvent bien de le faire souvent, parce qu'à un moment donné, beaucoup de personnes peuvent penser que c'était juste un leurre. Non. Merci également de passer nous dire que tout marche. Je suis debout, je consulte en moyenne 20 malades par jour souffrant de Covid-19. Je ne fais pas de maladie, je suis en bonne santé. Quel exemple qu'on aurait besoin pour soutenir un projet. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été des nôtres ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, votre dos c'est le passé, votre devant c'est l'avenir. Là où vous vous trouvez en ce moment, si c'est le présent. Et qu'est-ce qu'on fait du présent? Eh bien, on en profite. Profitons du présent. À demain, espèce d'adieu. Au revoir.